Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 19h. Jean-Marc Ayrault vante et assume la méthode de dialogue social à l'issue de 2 jours de table ronde avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre qui a également annoncé le calendrier de la réforme des retraites. Début des concertations les 4 et 5 juillet. La concertation, c'est un peu ce qui manque au Sénat. C'est encore le même scénario qui semble se profiler, un mauvais scénario pour l'exécutif. Un texte est de nouveau sur la sellette, le projet de loi sur les universités. Les socialistes sont donc obligés de chercher du soutien du côté des centristes. Des sénateurs sur les genoux, épuisés par le rythme parlementaire, la cadence effrénée imposée par le gouvernement va se poursuivre en juillet. Nous verrons tout cela avec notre chroniqueuse Tam Tranui. Mais d'abord, dans l'actualité, ces 2 jours de concertation sociale, priorité à l'emploi, a conclu le Premier ministre. Mais que faut-il retenir de cette conférence sociale? Camilla Campuzano et Nathalie Guilloire sont allées poser la question aux partenaires sociaux. 2 jours de discussion pour des avancées, mais des avancées loin des espoirs des acteurs sociaux. Il reste encore beaucoup d'efforts à fournir pour la CFDT, un des principaux soutiens du gouvernement. Il faut que le patronat s'engage davantage sur l'emploi, dans les contrats de génération, s'engage davantage dans l'emploi des jeunes, en renouvelant les accords emploi que nous avons signés en 2011. L'emploi, le cœur du dossier, toujours sous tension, à tel point que la CGT n'attend plus rien du gouvernement dans ce domaine. À part l'annonce d'un plan de formation qui viserait à former 30 000 chômeurs, qui d'ailleurs, à mon avis, et à l'heure qu'il est, n'est pas financé. Tout ça en 4 mois, c'est un exercice de communication extrêmement difficile à mettre en place. Côté retraite, un blocage s'annonce. Le MEDEF campe sur ses positions et fustige le rapport sur les retraites. Le rapport de Madame Moreau, qui est un rapport biaisé, qui est un rapport partiel, pour ne pas dire partial, qui est un rapport qui ferme des portes. Et ce faisant, c'est un rapport qui entretient un mensonge. Pas question de s'incliner non plus du côté de Force ouvrière. La conférence n'a rien changé sur le dossier retraite. Les uns et les autres, on a affiché nos positions et nos positions sont toujours divergentes. Tant patronat, syndicats, même les syndicats n'ont pas tous la même position. Il y a 2 organisations qui sont prêtes à accepter un allongement de la durée, d'autres non. Bon, voilà, donc maintenant on va rentrer dans le dur des dossiers. Résultat moyen pour l'opération déminage. La 2e conférence sociale du quinquennat pourrait donc bien durer tout l'été. Et dans l'actualité sociale toujours, le chef de l'État maintient sa volonté de faire baisser le chômage à la fin de l'année, et ce malgré les prévisions pessimistes de l'INSEE. C'est la différence entre la prévision et la volonté, entre le pronostic et l'engagement, a justifié le chef de l'État lors de son arrivée au salon aéronautique du Bourget. Et l'exécutif qui est sur tous les fronts. Dans le sud-ouest, le retour est à la normale après plusieurs jours cauchemardesques. Mais se pose désormais la question du coût des dégâts liés aux intempéries. Inondations, torrents de boue, orages de grêle. Les conséquences pour l'agriculture et l'économie touristique sont multiples. La facture s'élèverait à 500 millions d'euros. Peaufiner, acquérir une stature internationale, chercher une légitimité à l'étranger. La présidente du Front National, Marine Le Pen, est actuellement en visite en Russie où elle a déclaré son attachement à ce pays et son dirigeant Vladimir Poutine. Un voyage savamment orchestré qui s'inscrit dans une quête de reconnaissance. Julie Hulin. Les déplacements du Front National à l'étranger sont rares. Le dernier en date, quelques jours à Moscou pour Marine Le Pen. Invitée par la Douma, le président de la Chambre basse du Parlement russe, l'occasion d'une opération séduction pour rendre hommage à une Russie, selon elle, diabolisée comme son parti. J'aimerais qu'on rééquilibre un peu les relations, puisqu'aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que l'Union européenne mène une sorte de guerre froide à la Russie. Lorsque Marine Le Pen est accueillie tout à fait officiellement dans un grand pays comme la Russie, qu'elle dialogue avec certains de ses dirigeants, eh bien finalement, ça lui donne une légitimité intérieure, ça lui donne la posture de quelqu'un qui est présidentiable, qui est prêt à exercer le pouvoir.
À travers le monde, le Front National semble bien isolé. Mis à part quelques amitiés transnationales, les soutiens européens et internationaux se font rares, ou tout au moins discrets. Mais la stratégie est-elle toujours présente? C'est vrai qu'elle ambitionne de développer de plus en plus ses relations internationales parce qu'on est sur le chemin de la prise de pouvoir. Et sur ce chemin, Marine Le Pen a choisi ses alliés différents de ceux de son père. Il est clair qu'il y a actuellement deux stratégies qui sont à l'œuvre. D'un côté, celle de ceux qui, autour de Bruno Gollnisch, continuent à vouloir forger des liens avec des partis qui sont clairement des partis d'extrême droite. Et puis d'un autre côté, il y a la volonté, la tentative de Marine Le Pen de nouer des liens avec des formations qui sont ce que j'appelle les partis nationaux populistes de la 4e vague. Le Parti de la Liberté aux Pays-Bas, la Fusion démocratique en Suisse, le mouvement 5 étoiles en Italie, autant de tentatives de nouvelles approches. Seulement jusqu'ici, l'extrême droite a toujours échoué à créer des alliances européennes. En politique, toujours quelle stratégie pour les Verts, coincés entre leur volonté d'autonomie et leur participation au gouvernement? Les écologistes sont à l'heure du choix. Réunis ce week-end lors d'une convention du parti, il va leur falloir décider, rester ou non, une décision majeure pour le parti à un an des élections municipales et européennes. Et pour revenir au sujet du jour, la conférence sociale, le Premier ministre a annoncé précisément le calendrier pour la réforme des retraites. On l'écoute. Nous avons des décisions courageuses à prendre, mais si nous les prenons, nous pouvons, grâce au dynamisme démographique de notre pays, assurer la pérennité de notre régime par répartition. Dès le 4 juillet, je rencontrerai un à un les partenaires sociaux avec Marisol Touraine, Marie-Lise Lebranchu et Michel Sapin. À l'issue de cette concertation, au mois de septembre, le gouvernement prendra ses décisions en toute responsabilité. Et avec moi sur ce plateau, notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Marie. Et le sénateur socialiste du Doubs, Claude Jeannerat, bonsoir. Bonsoir. En un mot, Jean-Louis, le calendrier annoncé par le Premier ministre, tenable, pas tenable ? Il est tenable parce que de toute façon, il se l'est fixé et c'est bien au bout du compte l'État qui finira par donner la nouvelle réforme des retraites. Donc ce qu'il faut bien comprendre que les gens, la conférence sociale n'est pas terminée ce soir. C'était une conférence plutôt de méthode qui donne la façon dont on va travailler et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année où il y aura cette fameuse loi de réforme des retraites dont M. Hollande a donné simplement un ou deux aspects. Il est acté maintenant qu'il y aura un allongement de la durée de cotisation. C'était une idée qui était sur le papier et maintenant c'est acté. Alors avant de revenir un peu plus précisément sur le fond, Claude Jeannerat, vous étiez à la conférence sociale, vous avez participé à la table ronde emploi et formation. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe concrètement côté coulisses, parce que c'est vrai que finalement le grand public a du mal à imaginer un petit peu le déroulement. Je dois vous préciser que je n'y étais pas comme parlementaire, j'y représentais les départements de France et c'est beaucoup de travail sur 2 jours, très concentré. La table ronde n'a cessé d'émettre des idées. Vous cherchez des informations sur les coulisses. Il y a eu peu de coulisses parce qu'il y a peu de temps disponible. Simplement, l'interséance a un avantage. Ça permet de rencontrer les partenaires, les responsables syndicaux, les responsables patronaux, les responsables d'institutions comme Pôle emploi et d'autres. Très bien. Jean-Louis, une conférence sociale, alors ça sert à quoi? On le voit bien, on dialogue. Dialoguer pour mieux amadouer? Alors, dialoguer pour mieux amadouer, il faut bien savoir que dans cette conférence sociale, il y avait 3 aspects. La question des retraites, la question de l'emploi et la question de la formation. Sur la question des retraites, c'était pas son but, mais on n'aboutira pas à un accord des partenaires sociaux sur la question des retraites. En revanche, sur la question de l'emploi et de la formation, ça peut être différent. D'ores et déjà, là on écoute le discours de M. Ayrault, à la fin, il est clair qu'il va axer toute sa stratégie de l'emploi sur 2 aspects, développer toujours ces emplois aidés, les contrats d'avenir, contrats de génération, qu'il soutient. Le président de la République, dans son discours d'ouverture, a bien dit qu'il allait ouvrir les contrats d'avenir aux jeunes qui ont déjà une formation, ce qui fait que ces contrats d'avenir vont bien beaucoup ressembler aux fameux contrats emploi jeune d'il y a déjà quelques temps. Et puis, d'autre part,
insister sur la question de la formation. Alors, juste avant de poursuivre le débat avec vous, Claude Jeannereau, Jean-Marc Ayrault, en effet, a annoncé un plan de formation prioritaire pour que les emplois vacants trouvent preneur. L'objectif annoncé, l'entrée en formation de 30 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en 4 mois, car il y aurait près de 300 000 emplois non pourvus dans des secteurs aussi divers que le BTP ou l'aéronautique. On fait le point avec Cécile Sixou. Cherche aide-soignante, cherche électricien. À l'heure où le chômage bat tous les records, certaines entreprises n'arrivent pas à recruter. Si François Hollande avance le chiffre de 200 à 300 000 postes non pourvus, Pôle emploi en a comptabilisé bien plus, 456 000. Mais derrière ces chiffres, des réalités différentes entre les offres pourvues en interne, celles qui finalement ne correspondent plus aux besoins de l'employeur. Il ne reste que 25% des emplois non pourvus faute de candidats, 75 000 annonces au total, principalement dans les métiers de service comme les aides à domicile ou même les ingénieurs. Pour les employeurs, c'est souvent le manque d'expérience, de motivation et de diplôme des candidats qui est en cause. Pour combler cette demande de travailleurs, le gouvernement prévoit un vaste plan de formation des chômeurs à ces métiers. Il envisagerait également de les inciter financièrement à la mobilité par un système de compensation de salaire. Ce plan devrait voir le jour à la fin de l'été. Claude Jeannereau, les emplois vacants, on n'attendait pas forcément François Hollande sur ce thème, qui était le thème fétiche de Nicolas Sarkozy notamment. Permettez quand même que je prolonge votre réflexion de tout à l'heure sur le style de ces rencontres. C'est pas seulement un choix de méthode, c'est aussi un choix qui conduit, j'en ai été le témoin, à favoriser la créativité et l'adhésion, et nous en avons bien besoin dans cette période de crise. Et je crois qu'il faut savoir reconnaître ce choix très, très productif à ce gouvernement. Sur votre question, il y a 2 mots-clés que je retiendrai. C'est mobilisation et préparation de l'avenir. Là, nous sommes dans la mobilisation. Il y a effectivement des emplois non pourvus. Et dans la situation de chômage que nous connaissons, il faut tout faire pour que l'ensemble des emplois disponibles soient mobilisables. Il y a un espace, un gap, comme on dit, de formation, de qualification entre ces offres d'emploi et le profil des jeunes. Donc c'est un plan d'urgence qui vise à former 30 000 jeunes. Ceci va se faire, comme le disait tout à l'heure Jean-Louis Gombault, la conférence sociale, elle commence aujourd'hui, puisque les partenaires sociaux vont décider du choix des formations à mettre en place, des financements, pour faire en sorte que ces 30 000 jeunes soient formés et répondent aux besoins des offres disponibles. Et puis, c'est la mobilisation sur les outils existants, les emplois d'avenir. Et je rappelle, l'objectif, c'est d'en faire 100 000. Et ce sont des vrais emplois dans la mesure où ce qui manque aujourd'hui à un jeune pour aller sur le marché du travail, c'est l'expérience et la formation. Et précisément, les emplois d'avenir donnent ces 2 dimensions. Jean-Louis, je voudrais revenir sur le plan de formation annoncé par le Premier ministre. Est-ce que c'est pas également un moyen peut-être de masquer de déguiser certains chiffres, notamment dans la lutte contre le chômage, avec ce que François Hollande a annoncé ce matin au Bourget, savoir qu'il poursuivait l'objectif de réduction du chômage d'ici la fin de l'année. Non, je ne verrais pas une stratégie machiavélique, mais un système, disons, purement technique. Il y a 2 aspects sur cette affaire de formation. Il y a l'aspect court terme et l'aspect long terme, réforme structurelle du système de la formation en France. Alors là on parle plus des 30 000 formations annoncées sur 4 mois. Vous parlez du court terme, c'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre 30 000 chômeurs qui, effectivement, on va essayer de les former sur 4 mois. On n'a pas donné le financement, mais enfin, bon, peu importe, 30 000. Et effectivement, si on arrive à sortir des statistiques du chômage, les 30 000 qui vont passer en formation, ça fera autant de moins de chômeurs dans la catégorie A qui passeront dans d'autres types de catégories. Alors, ils resteront chômeurs, bien entendu, mais comme on parle essentiellement de la catégorie A, lorsqu'on commente, on va faire ça la semaine prochaine, quand on commente les statistiques du chômage, ça peut être un moyen utile. Mais en même temps, c'est surtout un moyen utile pour les 30 000 en question qui vont recevoir une formation et qui vont trouver un emploi, mais ça peut aider à inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année, bien entendu.
Et ça répond aux besoins de l'économie. C'est ça aussi l'objectif recherché. Je voudrais maintenant parler un petit peu avec vous des retraites. On l'a bien vu à l'issue de ces 2 jours, les partenaires sociaux semblaient déçus. En matière de retraite, finalement, est-ce que tout n'est-il pas déjà écrit? Parce qu'on connaît d'ores et déjà les attitudes des uns et des autres. Est-ce qu'il y a une réelle marge de négociation, d'avancée? Je crois que le grand mérite de cette conférence sociale, Jean-Louis Gombault l'a dit, sur ce terrain-là, c'est d'avoir permis un état des lieux, d'avoir permis de partager l'information, même si les solutions préconisées ne rallient pas le consensus, et de proposer un calendrier. On connaît la feuille de route, on sait vers où on va, les partenaires sociaux sont appelés à jouer leur rôle. Mais je regrette qu'on n'ait pas parlé un peu plus longuement de la préparation de l'avenir, car cette conférence sociale, notamment sur le champ... La préparation de l'avenir, c'est également la préparation de la réforme des retraites. Et la réforme de la formation professionnelle. Faire en sorte que la formation aille à ceux qui en ont le plus besoin. Et croyez-moi, ce n'est pas une réforme mineure. On terminera malheureusement ce débat là-dessus. On aura l'occasion d'en discuter. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. Et une nouvelle fois, le Sénat risque d'être l'épine dans le pied du gouvernement. Et cette fois-ci, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, qui pourrait en faire les frais. L'issue du vote de la loi sur l'université reste incertaine. Actuellement en débat en séance, une alliance de circonstances entre communistes et UMP semble se dessiner. Les explications de Jérôme Rabier. Toute la journée, l'incertitude a plané sur le sort du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et la recherche. Ce projet divise la majorité, mais malgré tout, la ministre a encore un maigre espoir que le Sénat contribue à ce texte. On ne sait jamais. Moi, je trouverais dommage finalement que la qualité des débats, le dialogue tout à fait constructif dans nos différences les uns et les autres, finalement ne se concrétise pas dans un texte ainsi enrichi et qui serait ensuite discuté à l'Assemblée nationale. Ce ne sera en tout cas pas avec l'appui du groupe communiste de la Haute Assemblée qui n'a pas bougé d'un iota sur sa position de rejet du texte. Complètement opposé, pour la bonne raison qu'il ne revient pas sur le principe d'autonomie des universités introduit par la LRU. Le sort du projet de loi paraissait scellé. À la reprise des débats en début d'après-midi, il n'y avait d'ailleurs pas assez de socialistes présents pour défendre un article du texte qui a donc été rejeté. Branle-bas de combat sur le banc des ministres et de ses conseillers, et immédiatement, sentant l'opposition renforcée, la ministre adresse une requête à la présidente de séance. Une suspension de séance de 5 minutes, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Le temps pour Geneviève Fioraso et son équipe de se concerter. L'article supprimé sera finalement réécrit et représenté plus tard dans la soirée. Quant au sort global du texte, personne n'ose désormais se prononcer. Il se murmure que des centristes pourraient s'abstenir, voire rallier le texte, et ainsi éviter au gouvernement un nouveau camouflet. Les archives du Sénat durant la Première Guerre mondiale en ligne, ou encore Bernard Cazeneuve qui hausse le ton sur l'évasion fiscale. Tout ce qui s'est passé cette semaine au Sénat est résumé par Nadia Belromari. Ni amnistie, ni cellule de régularisation pour inciter au retour des fraudeurs fiscaux, comme en 2009. C'est le message adressé mardi par le ministre en charge du budget. Il faut qu'il y ait des règles, et que ces règles s'appliquent à tous les contribuables dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il y ait un barème, parce que le principe d'égalité devant l'impôt doit être appliqué. Et enfin, pas d'anonymat. C'est-à-dire que ceux qui viendront devant l'administration ne viendront pas tester l'eau en y mettant le bout du pied, non. Même si le ministre le promet, ceux qui viendront d'eux-mêmes régulariser leur situation bénéficieront de pénalités moins importantes. Des députés chinois au Sénat, après une visite du Palais du Luxembourg et de son jardin, place aux échanges plus sérieux avec les différentes commissions. Les points saillants de notre rencontre ont été surtout au plan économique, au plan de la cyberdéfense et au plan de la politique étrangère de la France par rapport au Mali d'une part et par rapport à la Syrie d'autre part. L'année dernière, il s'était penché sur les questions de la santé et de la culture. Les secrets de la Grande Guerre enfin dévoilés par le Sénat, 40 000 pages numérisées à la portée de tous pour mieux préparer la commémoration du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale qui débutera dans un an. L'intérêt est très grand puisque c'est le moment où le Sénat va développer sa fonction de contrôle
à l'égard de la politique menée par le gouvernement et il va vouloir le contrôler dans tous les aspects de la conduite du conflit, que ce soit stratégique, militaire ou pour les questions techniques et matérielles. Bientôt, les archives de la Troisième République seront elles aussi numérisées. 3000 grands électeurs de plus dans les villes et 7 sénateurs sur 10 élus à la proportionnelle, c'est le nouveau mode d'élection des sénateurs adopté mardi. Un rééquilibrage pour la gauche, un hold-up politique pour l'opposition. Ce que le gouvernement souhaite, c'est une meilleure représentation des collectivités, de territoires entiers qui sont aujourd'hui sous-représentés ou mal représentés. Avec la proportionnelle à partir de 3 sièges, la majorité sénatoriale s'offre donc une marge de 20 sièges, il faut quand même qu'on vous le dise. La réforme s'appliquera en septembre 2014, lors du renouvellement par moitié des sénateurs. Mais pour cela, le texte doit encore être examiné par les députés. Certains députés se disent épuisés et ont aujourd'hui protesté contre, je cite, le rythme effréné imposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Ils réclament un allègement de l'ordre du jour au mois de juillet. Alors qu'en est-il des sénateurs, Tam ? Eh bien, écoutez, certains sénateurs font également part de leur fatigue, mais globalement, ce n'est pas ça qu'ils reprochent au gouvernement. Ils craignent avant tout que la qualité du travail législatif baisse, et ça parce que les textes ne sont pas assez préparés. C'est d'ailleurs un reproche global qu'a fait par exemple Fabienne Keller, sénatrice UMP, sur l'ensemble de l'année. Elle estime que les textes ont été insuffisamment mûris. Bien, ce n'est pas fini puisque les sénateurs vont siéger jusqu'au 25 juillet. Du 1er au 25 juillet, c'est ce que l'on appelle la session extraordinaire, 3 semaines de travail supplémentaires en quelque sorte, lors desquelles les sénateurs vont examiner une trentaine de projets de loi et de propositions de loi. Imaginez, ça fait plus d'un texte par jour. Et à ça, en plus, il faut rajouter le débat d'orientation sur les finances publiques et puis l'hypothétique congrès de Versailles qui s'éloigne de plus en plus, qui porterait alors sur le Conseil supérieur de la magistrature. Et parmi ces textes, il y en a qui nécessitent du temps. Oui, effectivement. La transparence de la vie publique, par exemple, le cumul des mandats, le mode d'élection des sénateurs, l'audiovisuel public ou encore la deuxième lecture de l'enseignement supérieur et de la recherche, et j'en passe. Ce sont des textes qu'on ne peut pas liquider en 2 heures et qui demandent au contraire du débat. Il semblerait bien du coup que l'emploi du temps fixé par le gouvernement soit intenable. A priori, certains textes symboliques comme la transparence ou encore le non-cumul vont passer, mais pas les textes sociaux, économiques, ceux qui font le quotidien des Français. À l'Assemblée, des voix de droite comme de gauche se sont donc élevées, évoquant le malaise des députés. Au Sénat, c'était déjà au mois de février. François Rebsamen, le chef de file des sénateurs socialistes, mettait en garde contre l'embouteillage législatif. Il disait alors que respecter le Parlement, ce n'est pas le faire travailler jusqu'au 7 août. De ce côté-là, au moins, c'est réussi puisqu'ils ne travailleront que jusqu'au 25 juillet. Mais le Parlement est-il pour autant respecté ? Bien, pas selon Roger Karoutchi, en tout cas, sénateur UMP et ancien ministre des Relations avec le Parlement. Il estime que l'ordre du jour est, je cite, surréaliste, que c'est une plaisanterie, que ce n'est pas sérieux, connaît le langage fleuri de Roger Karoutchi, que François Hollande est complètement à côté de la plaque. Pour lui, qui en son temps, rappelons-le, fait travailler les parlementaires jusqu'au 2 août, on peut faire des sessions extraordinaires longues, mais il faut surtout laisser du temps pendant ces sessions pour débattre des textes. Prévoir autant de textes en si peu de temps, c'est juste la garantie d'avoir un travail parlementaire bâclé. Ça risque donc d'être vite fait, mal fait et par peu de sénateurs puisqu'ils ne vont pas être très nombreux à siéger, ne serait-ce que pour manifester leur désaccord. Merci Tam, en tout cas vous, on vous retrouve au moins jusqu'au 25 juillet. Trompette, batterie, violon, orchestre, des milliers de musiciens et de mélomanes sont attendus dans la rue pour cette 32e édition de la musique. Louis Sibyl en a rencontré quelques-uns au Jardin du Luxembourg à Paris. Le soleil n'est pas encore couché et le kiosque du Luxembourg donne déjà de la voix, des cordes et du souffle. La fête de la musique séduit encore un large public. Vraiment un moment de convivialité et de solidarité. Et on a vraiment besoin de nos jours de ces deux notions, convivialité, solidarité. Pour chauffer le parc, un groupe de jazz, le Julian Coriat Orchestra. Des musiciens venus des 4 coins du globe et la fête de la musique marque le coup d'envoi de leur concert. Quand c'est pas fait de la musique, on peut s'attendre à des fois à des bides, pas forcément du public.
Là, regardez, pour témoigner, il y a tout un public, donc c'est cool. Les gens étaient assez demandeurs. Mais attention, pour le chef d'orchestre, il n'est pas musicien qui veut, il doit y avoir des règles à cette fête populaire. Si la musique est vraiment mise à la fête, mais pas juste la fête complètement farfelue avec des gens qui crient ou qui... voilà, si la musique elle est vraiment respectée dans sa tradition et tout ça, pour moi, alors à ce moment-là, je suis vraiment ravi de faire partie de la fête de la musique. Gare aux fausses notes tout de même, elle pourrait provoquer des intempéries. Météo France a prévenu pour la fête de la musique, il y aura plus de canards que de cagnards. Et chanter sous la pluie sera peut-être le défi des musiciens amateurs ce soir. Et on se quitte sur ces quelques notes de musique, car c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez À nous le Sénat avec le sénateur Jean-Yves Lecomte. Passez une très belle soirée sur Public Sénat. Jean-Yves Lecomte, bonjour. Vous avez vécu en Pologne, votre famille y vit toujours. D'où vient votre engagement politique? À quel moment on bascule et on se retrouve représentant les Français de l'étranger? En fait, c'est une conjonction de différentes choses. D'abord, l'engagement politique, je l'avais même avant de partir. J'ai adhéré au Parti Socialiste en 1986, donc c'est pas hier. Je suis parti en Pologne en 1991. Donc je dirais, vous êtes un peu rattrapé par les choses. Moi, c'est un peu par hasard. C'est Elisabeth Karwarek qui était élue à l'Assemblée des Français de l'étranger et qui voulait en 1994 avoir un colistier qui venait de Pologne, qui m'a dit « Est-ce que tu veux bien candidater avec moi ?» Et on a fait et on a gagné 2 sièges. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvé au Conseil supérieur des Français de l'étranger, le conseil des grands électeurs qui élisent les sénateurs des Français de l'étranger. Alors à quoi ressemble votre vie? Vous n'êtes pas un parlementaire classique, on va dire, et vous avez quand même des déplacements plus fréquents à l'étranger. C'est sûr que par rapport à un parlementaire qui vit ici ou qui vit en province, qui part le jeudi soir ou le vendredi et qui revient le lundi soir ou le mardi matin, la vie est un peu différente puisque la circonscription c'est le monde, sauf la France. Donc ça oblige à s'organiser différemment. Je dois dire que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'équilibre en la matière. Quelle image aviez-vous du Sénat avant d'être élu vous-même sénateur? Ça n'a pas été une découverte, les bâtiments ni le fonctionnement. J'avais quand même eu un certain nombre d'échanges avec plusieurs membres de cette haute assemblée avant d'être élu. Toutefois, je constate que le basculement à gauche a sans doute permis plus de capacité pour les nouveaux élus de s'intégrer et de prendre toute leur place rapidement. Alors sur quel dossier comptez-vous vous investir en tant que représentant des Français de l'étranger? Alors moi, j'ai fait délibérément le choix, dans la mesure où je n'ai pas été assistant parlementaire auparavant, je ne suis pas juriste, et même si j'avais quelques idées sur le fonctionnement du Parlement... Vous êtes ingénieur, c'est ça? Je suis ingénieur. C'était important pour moi de comprendre comment fonctionnait le Parlement. Sur les sujets justice, sur les sujets immigration, sur les sujets droit d'asile, il est évident qu'on a une vision un peu particulière quand on est Français à l'étranger qui, à mon sens, apporte une valeur ajoutée par rapport à la manière dont on voit les choses en France. Alors aujourd'hui, quelles sont les principales préoccupations des Français de l'étranger? Il y a les mêmes préoccupations que les Français de France. L'avenir du pays, sa place en Europe, la place de l'Europe dans le monde, le déclassement global qui a été au centre de l'élection présidentielle. Alors les Français vivent peut-être déclassement des Français par rapport à l'Allemagne. Nous, on voit aussi déclassement de l'ensemble de l'Europe par rapport au reste du monde. Des préoccupations de politique générale identiques à celles des Français. Et puis, tout ce qui est lié au fait de vivre sa nationalité à l'étranger, d'être capable de la transférer, d'être capable d'avoir simplement un droit au papier, c'est-à-dire un droit à avoir un passeport sans avoir besoin de dépenser 3 000 € pour aller dans un consulat qui est quelquefois 3 000 à 4 000 km. Quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez avoir des cas de Français dans un certain nombre de pays qui, si on les laisse face à eux-mêmes, à 60, 70 ans, n'ont aucune retraite, n'ont rien. 10, 15, 20 € de retraite par an, quand elle est payée.
Et donc défendre une action sociale qui permette à tous les Français dans le monde d'avoir un minimum, un droit à la dignité, c'est indispensable. Jusqu'à juillet 2012, les Français de l'étranger étaient uniquement représentés par des sénateurs. Maintenant, il y a aussi des députés. Est-ce que vous avez l'impression de perdre un peu un privilège ou alors c'était vraiment nécessaire d'avoir une chambre complète? Ah, c'était indispensable. C'était indispensable parce que le travail parlementaire, ce que les Français de l'étranger peuvent apporter au débat parlementaire, les préoccupations qu'ils peuvent avoir et qui exigent des modifications législatives, sont portées ici par les 12 sénateurs, mais n'étaient pas portées à l'Assemblée nationale. On peut toujours essayer de l'expliquer à nos collègues, mais quand ils n'ont pas vécu par eux-mêmes, quand ce ne sont pas leurs électeurs qui sont porteurs de ces préoccupations, de ces observations, c'est pas la même chose. On avait l'impression de faire une partie du travail et puis de ne pas avoir de répondant de l'autre côté. C'était absolument indispensable d'avoir une représentation parlementaire qui marche avec ses deux jambes pour les Français de l'étranger. Faut-il parler de dérives totalitaires tout autour de la Méditerranée, de radicalisation islamiste? Question posée en Turquie où les manifestations se multiplient et question posée aussi en Égypte où la minorité copte se dit victime de la majorité islamiste. Après le printemps arabe, le printemps noir, c'est le film et le débat de la semaine sur Public Sénat. Le débat présenté par Benoît Duquesne, dimanche à 10h sur Public Sénat.